Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir comment acheter un bien immobilier aux ventes aux enchères immobilières judiciaires, à ne pas confondre avec les ventes aux enchères notariales. Alors juste pour information, quelle est la différence entre les deux? Les ventes aux enchères notariales se passent dans une salle et tu n'as pas besoin d'avocat pour y participer. Et les biens qui sont mis en vente aux ventes aux enchères notariales sont souvent issus de successions ou ça peut être aussi un particulier qui met en vente son bien immobilier. Ensuite, à côté de ça, tu as les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Alors là, ça se passe au tribunal judiciaire. Tu dois avoir un avocat pour pouvoir porter enchère. Et les biens qui sont en vente au tribunal judiciaire sont souvent issus, je vais te dire, de saisies immobilières. D'accord? Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer vraiment de A à Z comment tu vas pouvoir faire pour pouvoir faire l'acquisition de ton premier bien immobilier aux ventes aux enchères immobilières judiciaires. Il y a une dizaine d'étapes. Je vais rentrer dans le détail de toutes les étapes. Comme ça, comme je te l'ai dit, tu pourras faire l'acquisition de ton premier bien immobilier sans faire d'erreur. OK? Alors déjà, la première étape, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la recherche. Il existe, je vais te dire, plusieurs plateformes, d'accord, comme par exemple Licitor ou Enchères Publiques. Mais moi, ce que je t'invite à faire, c'est te concentrer sur une plateforme qui concrètement, elle, je vais te dire, réunit 95% des biens immobiliers qui sont mis en vente aux enchères. C'est tout simplement Licitor. Alors, tu as soit un site internet, soit une application. Tu peux la télécharger. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser cette application comme si tu utilisais Le Bon Coin pour rechercher une affaire immobilière, d'accord? Pour rechercher un bien immobilier. Donc, le truc, c'est que quand tu as téléchargé ton application, tu t'es enregistré, tu as rentré tes petits critères de sélection, et bien quand il y aura une annonce qui sera publiée, tu recevras une notification. Et quand tu recevras une notification, tu regarderas concrètement si ce bien-là, il te plaît. Et s'il te plaît, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas passer à la deuxième étape, qui est tout simplement la visite du bien immobilier. Donc dans la deuxième étape, tu vas faire la visite de ton bien immobilier. Alors juste avant de faire la visite, bien sûr, ce que je t'invite à faire, c'est faire ta petite analyse de marché. En plus, ce qui est bien, c'est que quand tu as ton affiche sur Licitor, normalement, tu as l'adresse qui est marquée juste au milieu. OK? Ensuite, il va falloir que tu connaisses le jour et l'heure de la visite. Toujours pareil, sur ta petite fiche sur Licitor, tu regardes en bas et la plupart du temps, en bas, tu as le jour et l'heure de la visite. Si ce n'est pas marqué, tu regardes juste en dessous, tu as les coordonnées de l'avocat poursuivant, d'accord? Tu l'appelles et tu lui demandes concrètement quel est le jour et l'heure de la visite. Si par hasard il n'y a personne qui répond, tu peux avoir affaire aussi de temps en temps à un répondeur. Donc tu restes au téléphone, tu écoutes et tu as une personne qui te dit voilà, tel bien, il y a une visite tel jour et telle heure. Tel bien, il y a une visite tel jour et telle heure. OK? Donc ça, c'est vraiment très très important parce que dis-toi que la plupart du temps, tu as qu'une seule visite, ok? Tu n'en as pas deux ou tu n'en as pas trois, ok? Donc le truc, c'est que quand tu connais le jour et l'heure, quand tu as fait ton analyse de marché en amont, tu vas te déplacer sur place. Et le truc, c'est que quand tu vas faire la visite de ton bien immobilier, il va falloir que tu regardes plusieurs choses. Déjà, le premier truc, il va falloir que tu fasses l'estimation de tes travaux. Que ce soit les murs, le sol, le plafond, la cuisine, la salle de bain, l'électricité, la plomberie, bref. Dans tous les cas, il faut vraiment que tu essayes d'analyser dans le détail et de pouvoir estimer, je vais te dire, les travaux qu'il y aura à faire. Pourquoi je te dis ça? Parce que déjà d'une, comme je te l'ai dit, tu n'as qu'une seule visite. Et le truc, c'est que quand tu es à l'intérieur, il faut que tu saches aussi qui occupe l'appartement s'il est occupé. Est-ce que par exemple c'est un propriétaire ou est-ce que c'est un locataire? Et si c'est un locataire, est-ce qu'il a un bail ou pas? Ok, je te dis ça parce que ça peut arriver. Et ensuite, quand tu as, je vais te dire, fait ton analyse de marché, tu as visité le bien, tu as fait ton estimation des travaux, tu sais s'il est occupé ou pas, tu sais si par exemple c'est un propriétaire ou un locataire. Et le truc, c'est que si par exemple il y a une personne à l'intérieur, des fois, ça peut être difficile de discuter directement avec soit le propriétaire, soit le locataire. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il peut y avoir des fois 10, 20, 30 personnes qui visitent. Et le truc, c'est que tout le monde ne peut pas poser des questions directement à l'occupant, on va dire. Ok? Donc en fait, ce que tu vas avoir, c'est que tu vas avoir l'huissier qui va être là pour faire tampon. Et toi, tu vas poser tes questions directement à l'huissier. Ok?
Donc ça, c'est quand même important à savoir parce que le truc, c'est qu'il faut que tu puisses récolter un maximum d'informations. Et pour pouvoir récolter des informations, soit tu discutes avec l'huissier ou soit aussi, ce qui est intéressant, c'est de discuter avec les autres personnes qui visitent l'appartement. Demande-leur un petit peu leur ressenti, ce qu'ils en pensent et tout ça. C'est toujours intéressant d'avoir l'avis de plusieurs personnes, ok? Donc après toi, si tu as fait, on va dire, ta petite analyse et que tu te dis ok, ce bien-là, il m'intéresse, je veux me positionner dessus, eh bien tu vas passer à la troisième étape. Et la troisième étape, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement la consultation du cahier des conditions de vente. On appelle ça aussi le cahier des charges et tu vas aussi consulter le procès-verbal de description. D'accord? Alors qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Déjà d'une, le procès-verbal de description, c'est l'huissier qui le rédige et moi j'appelle ça un petit peu la carte d'identité de l'appartement. Par exemple, il va se déplacer et il va constater concrètement tout ce qu'il y a dans l'appartement, dans quel état est l'appartement. Il va faire la surface, il va regarder aussi les diagnostics, enfin bref. Dans tous les cas, il va tout faire, ok? Et ça, ce procès-verbal de description, il est très intéressant parce que si par exemple, dans la visite, tu n'as pas pu prendre de photos ou de vidéos parce que il y avait un locataire ou quelqu'un, d'accord, l'huissier par exemple t'a interdit, ça peut arriver, dans ce procès-verbal de description, tu auras concrètement des photos et tu auras la surface de chaque, par exemple le salon, l'entrée, la salle de bain, tu auras les diagnostics, bref, dans tous les cas, tu auras tous les détails, d'accord? Ensuite, à côté de ça, tu as le cahier des conditions de vente. Alors le cahier des conditions de vente, des fois, il peut être un peu épais. Il peut faire des fois 50, 100 pages, ok? Mais le truc, c'est que toi, vraiment, ce qui t'intéresse, on va dire, c'est les premières dizaines, vingtaines de pages. Et en fait, dans ces premières pages, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir, par exemple, des détails sur la saisie, des diagnostics, une fiche cadastre. Bref, tu vas avoir pas mal de choses. Tu vas avoir aussi qui est, on va dire, le poursuivant. Tu vas voir le nom, le prénom aussi de la personne qui est poursuivie. Tu peux avoir aussi des détails au niveau de l'appartement. Tu peux savoir aussi, alors ce que je te dis, c'est de temps en temps, ce n'est pas tout le temps, ok? Mais parfois, tu peux avoir aussi le prix d'achat de l'appartement, à quel prix il a été acquis, tant d'années auparavant. Ça, c'est des informations qui sont intéressantes. Tu peux avoir aussi des informations s'il va y avoir des travaux dans la copropriété, ok? Tous ces détails-là sont marqués dans le cahier des conditions de vente. Et ça, vraiment, c'est un truc qu'il faut que tu consultes impérativement. Alors, pour pouvoir consulter ça, comment tu vas faire? Je vais te dire, c'est très simple. Tu as plusieurs manières. Déjà d'une, tu peux appeler le cabinet d'avocats poursuivants et tu leur demandes s'ils peuvent te l'envoyer par mail. Mais la plupart du temps, ne sois pas surpris, ils refusent. Enfin, tout du moins, moi, à chaque fois que j'ai demandé, ils ont toujours refusé. Donc, soit tu peux te déplacer directement au cabinet, ok? Ou il y a une autre astuce, c'est tout simplement te déplacer au tribunal de la vente. Imaginons le bien que tu as sélectionné, il est dans le département du 94. Toi, tu vas te déplacer au tribunal judiciaire du 94 à Créteil, ok? Et le cahier des conditions de vente, tu dois appeler auparavant, d'accord, pour soit peut-être prendre un rendez-vous, à voir les conditions du tribunal. Je sais que chaque tribunal peut avoir des conditions différentes, ok? Et la troisième astuce qui peut être aussi intéressante, c'est si tu ne peux pas aller au cabinet, si tu ne peux pas aller au tribunal, mais ça, ce que je vais te dire, ce n'est pas tout le temps, ok? C'est de temps en temps. Tu vas sur le site avoventes.fr que je t'ai marqué juste ici. En fait, sur le site avoventes.fr, tu as, on va dire, des annonces de biens qui sont en vente aux enchères. Et quand tu cliques sur la petite fiche, sur le détail, au niveau du côté droit, tu as de temps en temps le cahier des charges, le procès-verbal de description et la fiche descriptif. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Tu peux avoir également en dessous, c'est en bas plus sur la gauche, tu vas avoir un bouton où il y aura marqué estimation du bien. Donc si tu ne sais pas comment faire tes calculs pour pouvoir estimer concrètement les frais qui sont liés à ce bien-là, de toute façon, je vais te l'expliquer un peu plus tard dans la vidéo, tu pourras cliquer dessus aussi et il te donne certains frais. Pas spécialement dans le détail, mais ça peut te donner quand même un ordre d'idée. Ok? Donc ça, c'est vraiment pour consulter le cahier des charges, le cahier des conditions de vente et le procès-verbal de description. D'accord? Ensuite, on va avoir la quatrième étape. La quatrième étape, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les frais qui sont liés à la vente. Et ça, je vais te dire, c'est très très important de les connaître, vraiment pour ne pas faire d'erreur. Le truc, c'est que quand tu vas faire l'acquisition d'un bien immobilier,
il va y avoir des frais qui vont être liés, je vais te dire, au prix d'acquisition. Là, je t'ai mis un exemple et on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors le truc, c'est que, prenons un exemple. Imaginons, tu as un bien, on va dire, qui était mis en vente aux enchères, on va dire à 50 000 euros. Et toi, tu as réussi à faire l'acquisition de ce bien-là à 100 000 euros. Donc ton prix d'achat, il est à 100 000 euros. Pour les puristes, on va dire le prix d'acquisition. Ok ? Prix d'acquisition à 100 000 euros. Là-dessus, tu vas avoir des frais. Les premiers frais qu'il y a, ce sont des frais préalables. Alors les frais préalables, on appelle ça comme ça, ce sont tout simplement des frais qui sont liés, je vais te dire, à la vente, d'accord? Que ce soit par exemple l'huissier qui a fait son procès verbal de description, que ce soit par exemple toutes les procédures qui ont dû être faites au niveau du tribunal, bref, c'est tous les frais, comme je te dis, qui sont liés à la vente. Donc les frais préalables, ça peut varier. Elles peuvent varier, je vais te dire, moi, d'après mon expérience, ce que j'ai vu, les prix varient, on va dire, de 8 000 euros. Ça peut aller aussi jusqu'à 15 000 euros. Mais en moyenne, je vais te dire, en moyenne, c'est aux alentours des 10 000, 12 000 euros. Ok ? C'est ce que je t'ai mis juste ici. Ensuite, en plus du prix d'acquisition et des frais préalables, tu vas avoir un panel de frais. Et là, le truc, c'est que tu vas avoir, par exemple, des émoluments. Alors, les émoluments, ça se calcule au barème. C'est-à-dire que par exemple, de 0 à 6 500 euros, tu dois calculer sur 7,25%. De 6 501 à 17 000, on est à 2,99. De 17,01 à 60 000, on est à 1,99. Et toutes les sommes supérieures à 60 000 euros, on est à 1,49. Alors ça, c'est des pourcentages hors taxe. Quand tu auras fait ton calcul par rapport à chaque tranche, il faudra que tu rajoutes 20% de TVA. Là, je t'ai fait un petit calcul rapide pour te donner un petit ordre d'idée. Là, les émoluments par rapport au prix d'achat de 100 000 euros, on arrive à peu près à 2 690 euros. Ok ? Ensuite, en plus des émoluments, tu vas avoir des frais de publication. Les frais de publication, c'est 0,10% du prix d'adjudication. Donc, je vais te dire, c'est très simple. Au final, ça te fait 100 euros. Ensuite, en plus de ça, tu auras les droits d'enregistrement. On appelle ça aussi droit de mutation. Donc ça, à combien c'est? C'est tout simplement 5,8% du prix d'adjudication. Donc comme je te l'ai mis ici, sur les 100 000 euros, on est à peu près à 5 800 euros. Ça, c'est pour un particulier. Nous, en tant que marchand de biens, on bénéficie de réduction. Ok ? Alors là, exactement le taux, je ne l'ai pas, mais pour te donner un ordre d'idée, on va tourner, au lieu de payer 5 800 euros, tu vas payer aux alentours des, je vais te dire, 2000, 2100, 2200, 2300 euros, quelque chose comme ça. Donc tu vois, mine de rien, c'est quand même intéressant parce que tu paies 2 fois moins, je vais te dire, de frais d'enregistrement. Donc mine de rien, c'est quand même pas mal. Ensuite, en plus de ça, tu vas avoir, je t'ai mis ça dans des frais divers, d'accord? Ça peut être des frais de paperasse, des petits trucs comme ça, 10 euros par là, 20 euros par là, 30 euros par-ci, ce qui peuvent te revenir aux alentours des 150 euros. Et bien sûr, en plus de ça, quand tu seras, je vais te dire, propriétaire de l'appartement, il faudra que tu règles les charges de copro et la taxe foncière au prorata, ok? Alors, pour faire, on va dire, un ensemble, un calcul total sur tout ça, prix d'achat, frais préalables, émoluments, frais de publication, droits d'enregistrement et divers, eh bien, si tu fais le calcul, on est un peu plus de 120 000 euros. Donc, mine de rien, tu vois, c'est quand même à savoir, parce que si tu as un bien, tu as fait l'acquisition de ton bien immobilier à 100 000 euros, eh bien, tu auras quand même un petit peu plus de 20 000 euros en plus à régler. Ok ? Donc, ça, vraiment, c'était pour la 4e étape. Ok ? Donc là, on va voir la 5e étape qui est tout simplement l'avocat. Cette 5e étape qui est l'avocat n'est pas négligeable, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu trouves un avocat pour pouvoir participer aux enchères. Et en fait, l'avocat, il y a 2 choses. Il y a déjà d'une, la représentation, et de 2, si tu deviens adjudicataire du bien. Ok ? Alors, l'avocat, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il doit être inscrit au tribunal judiciaire de la vente. Imaginons par exemple ton bien immobilier, il est en vente au tribunal de Créteil dans le 94, tu dois trouver un avocat qui est inscrit au barreau, eh bien je vais te dire, de Créteil, d'accord, du Val-de-Marne. Si par exemple ton bien immobilier, on va dire il est dans le 93, bah, tu devras trouver un avocat qui est inscrit au barreau du tribunal de Bobigny, ok? L'avocat, il va te prendre des frais, ce qui est tout à fait normal. Et tu peux avoir divers frais. Déjà d'une, tu peux avoir des frais au niveau de la représentation.
donc c'est-à-dire qu'il doit porter enchère pour toi, ok? Et tu peux avoir aussi des frais si tu remportes l'enchère, si tu deviens adjudicataire du bien, ok? Alors quels sont les frais de l'avocat? Eh bien je vais te dire, les frais peuvent vraiment varier. On va dire au niveau du coût de représentation, la plupart du temps, les avocats vont te facturer entre, je vais te dire, 100, 150, 200, ça peut aller jusqu'à 300 euros. Pourquoi? Tout simplement pour te représenter, pour porter enchère pour toi, ok? Mais en fait, ce tarif-là, déjà d'une, il varie, donc il va falloir que quand même tu appelles plusieurs avocats pour voir un petit peu les tarifs qu'ils proposent. Et selon les avocats, il y a certains avocats aussi, si tu précises que tu es marchand de biens, de temps en temps, ils ne te facturent pas la représentation. Je vais te dire, moi personnellement, j'ai vu tous les cas. J'ai vu des avocats qui directement ne facturent pas de représentation, peut-être parce que j'ai précisé que j'étais marchand de biens et qui savent que travailler peut-être avec des marchands de biens, ça peut être intéressant parce qu'on peut faire appel à eux plusieurs fois dans l'année, ok? Ensuite, à côté de ça, tu as par exemple l'avocat qui, lui, va te facturer quoi qu'il arrive. Il va te dire, moi, pour te représenter, ça va te coûter 200 euros ou 300 euros, ok? Pas de négociation, marchand de biens ou pas, c'est comme ça. Pourquoi pas? Et ensuite, tu as par exemple d'autres avocats qui vont te dire, ok, moi je vous facture, on va dire par exemple 150 euros la première représentation et les représentations suivantes ne sont pas facturées, ok? Donc ça peut être aussi une autre solution. Ensuite, à côté de ça, tu as l'adjudication, c'est-à-dire que quand tu remportes l'enchère, l'avocat, il te coûte aussi des frais. C'est-à-dire que ça peut aussi varier. Alors, ce que je vais te dire, c'est en général, chaque avocat après facture comme il le souhaite, mais la plupart du temps, tu vas être facturé, je vais te dire, entre 1500 et 2000 euros, ok, pour pouvoir tout simplement régler, on va dire, rédiger toute l'administratif, toutes les paperasses qu'il va devoir faire. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, souvent, un avocat, quand tu deviens adjudicataire, d'accord, et que tu dois régler, on va dire, les frais quand tu remportes l'enchère, normalement, souvent, certains avocats ne te facturent pas la représentation en plus, ok? Tu régleras uniquement, je vais te dire, les coûts si tu es adjudicataire, d'accord? Donc ça, c'est vraiment intéressant de le savoir. Ensuite, comment tu peux faire maintenant pour trouver ton avocat? Je vais te dire, pour trouver un avocat, il n'y a pas 36 000 solutions. Tu vas déjà d'une, je vais t'en donner plusieurs. La première solution, c'est tout simplement, tu vas au tribunal, d'accord, à laquelle tu as choisi, où est située ta vente, et tu vas te munir de petits carnets. Alors les petits carnets, j'en ai deux ici. Le premier carnet, c'est par exemple, c'est des carnets en fait où il y a, on va dire, tous les avocats qui sont inscrits par rapport au barreau, par exemple, soit du Val-de-Marne, soit de Seine-Saint-Denis. Tu vois, par exemple, ici, j'ai la liste des avocats qui sont inscrits au barreau du Val-de-Marne, dans le 94. Dans cette petite fiche-là aussi, j'ai pareil, tous les avocats qui sont inscrits au barreau, à l'ordre des barreaux de Bobigny, dans le 93. Donc tu vois, ça, c'est des petits carnets qui peuvent te servir. Donc comme je te disais, première solution, tu vas au tribunal, tu prends ces petits carnets-là et tu appelles tous les avocats, ok? Deuxième solution, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, c'est une petite astuce que je vais te donner. Quand tu vas dans les tribunaux, ok, tu as des fiches. Tu as les fiches des biens qui sont mis en vente aux enchères. Et à côté de certains biens, tu as une autre petite fiche qui, les biens qui ont été mis en vente, ils ont été soumis à une surenchère. Je vais t'en parler un petit peu plus tard dans la vidéo, ok? Mais imaginons, ce bien-là, à 100 000 euros, il s'est pris une surenchère. Donc, il va être minimum à 110 000 euros parce que c'est minimum 10%. Et le truc, c'est qu'à côté, je vais te dire du montant, tu as le nom de l'avocat qui a porté surenchère pour la personne. Et souvent, tu remarqueras, c'est tout le temps les mêmes avocats. Okay, les noms reviennent très régulièrement. Donc, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas noter le nom de l'avocat et tu l'appelles tout simplement. Troisième solution, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Tu vas au tribunal le jour d'une vente, tu attends la fin de la vente, et tu essaies de rentrer en contact avec divers avocats qui sont présents. Et le truc, c'est que s'ils sont présents, tu sais très bien qu'ils représentent des personnes pour pouvoir porter enchère. Ok? Donc là, on a vu au niveau de l'avocat. Maintenant, on va voir la sixième étape, tout simplement les chèques de banque. Alors les chèques de banque, qu'est-ce que c'est? La plupart du temps, tu vas devoir en avoir deux. Le premier chèque de banque, ça va être un chèque de banque de 10% du montant de la vente. Imaginons le prix de vente de départ, il est à 50 000 euros, 10%, tu dois faire un premier chèque de banque de 5 000 euros. Okay,
Imaginons la vente, le prix de vente, au lieu qu'il soit à 50 000, il est à 3 000 euros, ou non, on va même dire plutôt 1 000 euros. Eh bien toi, le chèque de banque que tu dois faire, il doit être de minimum 3 000 euros. Donc pour faire simple, c'est minimum 3 000 euros, soit c'est 10% du prix de vente. Ok? Ensuite, tu vas devoir avoir, alors ça, ce que je vais dire, c'est selon les avocats, selon les tribunaux et selon le type de bien qui est en vente, un deuxième chèque qui équivaut, on va dire, aux alentours de 10 à 12 000 euros. Et tu verras, ce deuxième chèque-là, en général, tu dois le faire aux ordres de la CARPA. Le premier chèque, de toute façon, tu demanderas à ton avocat, mais le premier chèque, la plupart du temps, c'est à l'ordre du bâtonnier séquestre. Mais selon les tribunaux, l'ordre peut varier, ok? Et comme je te l'ai dit, le deuxième chèque, c'est à l'ordre de la CARPA. Et en fait, ce deuxième chèque-là, on appelle ça, je vais te dire, c'est un chèque de provision, entre guillemets, qui va servir à régler les frais préalables, par exemple, et aussi peut-être les premiers honoraires de l'avocat. D'accord? Donc, dans tous les cas, demande au bureau de l'avocat que tu as, eh bien, je vais te dire sollicité. Tu lui demandes, tu lui dis, ok, le premier chèque, il est de combien? Est-ce qu'il y a aussi une obligation de faire un deuxième chèque? Je te dis ça parce que de temps en temps, ce n'est pas une obligation, ok? Mais dans tous les cas, il faut quand même le savoir. Premier chèque, minimum 10%, minimum 3 000 euros ou 10% du prix de vente. Deuxième chèque, aux alentours des 10 000, 12 000 euros à l'ordre de la CARPA, ok? Ensuite, là, c'était la 6e étape. D'accord? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, petit détail, une attestation de banque, c'est-à-dire que pour pouvoir participer aux enchères, on va te demander certains documents, ok? Je vais te l'expliquer dans l'étape juste après, mais en fait, l'attestation de banque, qu'est-ce que ça va être? C'est pour justifier en fait les fonds, d'où proviennent tes fonds. Tu demandes un relevé de compte, c'est largement suffisant, ok? Ensuite, la 7e étape, c'est le jour de la vente. On arrive au jour de la vente. Là, je vais te dire le jour de la vente, c'est très simple. Tu te présentes, je vais te dire aux alentours de 10-15 minutes avant la vente. Pas besoin de venir 1 heure avant, ce n'est pas spécialement nécessaire, ok? Et quand tu viens, je vais te dire juste avant la vente, tu essayes de rentrer en contact avec ton avocat. Et normalement, en amont, tu lui as déjà donné tous les documents. C'est-à-dire que là, quand tu vas avoir trouvé ton avocat, tu dois discuter avec lui et voir les documents qu'il va te demander. Mais les documents classiques pour participer à une vente, c'est ceci. Copie de carte d'identité, chèque de banque. Donc là, je t'ai mis chèque de banque numéro 1, mais j'aurais pu mettre aussi plus numéro 2. Une attestation de la banque. Donc comme je te l'ai dit, un relevé de compte, normalement, c'est largement suffisant. Ensuite, tu vas avoir attestation de pouvoir pour pouvoir enchérir. Ça, c'est normalement l'avocat qui te fait signer ce papier pour que l'avocat puisse enchérir à ta place. Ensuite, tu vas avoir l'attestation de l'honneur de non-condamnation. Il faut que tu signes une attestation comme quoi tu n'as jamais été condamné. Et ensuite, il faut que tu aies ton chéquier sur toi. Alors, avoir son chéquier sur soi, ça va être pour régler d'autres frais. Je vais te l'expliquer juste après. Alors, le jour de la vente, je vais te dire, c'est très simple, l'étape 7. Ensuite, prochaine étape, ça va être l'étape 8. C'est tout simplement pendant la vente. Alors, pendant la vente, je vais te dire, il n'y a pas non plus 36 000 trucs. Reste bien concentré, écoute bien ce qui se passe, ok? La plupart du temps, les enchères se font de 1 000 euros en 1 000 euros. Mais c'est possible, je vais te donner un exemple concret, c'est possible, par exemple, on va dire le bien il est mis à 10 000 euros. Il y a une personne qui va dire 11 000 euros. C'est possible qu'il y ait une personne juste à côté qui dise directement 50 000 euros. D'accord? Ne sois pas surpris, ok? Donc comme je te l'ai dit, la plupart du temps, c'est de 1 000 euros en 1 000 euros. Et entre chaque enchère, pour que l'enchère soit validée, il faut attendre 1 minute 30. C'est-à-dire que au niveau juste en face, tu vas avoir la greffière qui est avec son petit chronomètre et à chaque enchère, elle appuie sur le chronomètre. Imaginons la personne là, elle dit 10 000 euros. Eh bien, imaginons, on va attendre 10 secondes. Hop, tu as une autre personne à côté qui dit 50 000 euros. Elle, à chaque fois, elle appuie sur le chronomètre. Et en fait, imaginons, là, on a dit 50 000 euros. Boum, elle appuie sur le chronomètre. On doit attendre 1 minute 30 avant que l'enchère soit validée. C'est-à-dire que, imaginons, lui, il a dit 50 000 euros. On attend 1 minute 25 et à 1 minute 26, il y a un mec ici, il dit 51 000 euros. Hop, la greffière appuie sur le chronomètre et on est reparti pour une nouvelle enchère. On doit attendre encore une fois 1 minute 30. Alors, c'est pour ça que des fois, ça peut durer pas mal de temps. OK? Donc ça, c'était vraiment, je vais te dire, pendant la vente. OK? Ensuite, tu vas avoir la 9e étape.
Et la 9e étape, c'est tout simplement après la vente. Alors après la vente, il n'y a pas non plus 36 000 trucs. C'est soit tu as remporté l'enchère, soit tu n'as pas remporté l'enchère. Si tu n'as pas remporté l'enchère, je vais te dire c'est très simple. Tu vas voir ton avocat, tu récupères tes 2 chèques, d'accord? Et si en amont il a été convenu que tu règles l'avocat, tu lui paies sa représentation. Si, je vais te dire tu ne vas pas payer l'avocat, pas de problème, tu reprends tes chèques et tu rentres chez toi. Ça, c'est vraiment la première option. Deuxième option, c'est si tu as remporté l'enchère. Alors si tu as remporté l'enchère, ça va être légèrement différent. Déjà d'une, tu vas avoir ton premier chèque donc qui va être pris, mais ils ne vont pas être encaissés tout de suite, d'accord? Donc ton premier chèque, je vais te dire, il va être entre guillemets pris. Ensuite, tu vas avoir ton deuxième chèque qui va être aussi pris et on va te demander, d'accord, mais ce n'est pas vraiment tout le temps, de régler aussi les frais préalables, d'accord? Alors les frais préalables, elles peuvent être pris aussi sur le deuxième chèque que tu as fait. C'est pour ça que je te dis que ce n'est pas tout le temps qu'on va te demander un autre chèque. Tu as les 2 premiers, ok? Et comme je te l'ai dit, le deuxième chèque, il te sert aussi à un provisionnement. Donc le truc, c'est que ce que tu vas devoir faire, c'est tes 2 chèques là, premier chèque de 10% plus deuxième chèque déjà, boum, il les garde, ok? Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir attendre 10 jours avant de, je vais te dire concrètement, encaisser les premiers chèques. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui peut, pendant 10 jours, faire une surenchère sur le prix d'adjudication que tu as eu. Imaginons, reprenons cet exemple-là, ton prix il était à 100 000 euros. Eh bien, il y a une personne qui peut minimum faire une surenchère de 10% de plus. D'accord? Donc, il faudra qu'il mette minimum à 110 000 euros. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est très important. Après l'enchère, eh bien, comme je te l'ai dit, on donne les chèques, on attend 10 jours qu'il n'y ait pas de surenchère. Ok? Et le truc, c'est que après les 10 jours, on va avoir 2 mois pour payer le bien immobilier dans son intégralité. Déjà, tu vas devoir régler la suite, je vais te dire, du bien immobilier. Et ensuite, ton avocat, normalement, il va rentrer en contact avec toi et il va t'appeler. Il va te dire, bah voilà, aujourd'hui, monsieur, il va falloir régler les frais préalables ou il va falloir régler les émoluments. Ou soit ça se fait des fois en une journée, soit ça se fait en plusieurs jours, ça dépend. Ok? Après avoir remporté l'enchère, eh bien, la dernière étape, qu'est-ce que c'est? La 10e étape, c'est tout simplement de récupérer les clés du bien immobilier. Alors, pour récupérer les clés, eh bien, je vais te dire, soit par exemple, il n'est pas occupé et tu peux récupérer les clés directement au bureau de l'avocat, ou il se peut aussi de temps en temps eh bien, qu'il n'y ait pas de clé. Donc là, tu te débrouilles par tes propres moyens pour pouvoir entrer dans l'appartement. Ça, c'est vraiment la première option. La deuxième option, c'est, on va dire, là, ce que je te disais, c'est quand il n'est pas occupé. Et quand il est occupé, il y a 2 choses. Soit, par exemple, il y avait un locataire à l'intérieur, et c'est pour ça que je te disais vraiment au tout début que c'est important de savoir, eh bien, au niveau du propriétaire, est-ce que c'est un propriétaire, est-ce que c'est un locataire, et si c'est un locataire, est-ce qu'il a un bail ou pas? Donc, si c'est un locataire, il faut que tu respectes le bail qui est en cours, ok? Et si c'est un propriétaire, eh bien là, il y a diverses options. Déjà, la première option, c'est, on va dire, il part de lui-même. Des fois, tu peux arriver dans l'appartement et il est déjà parti. Ou tu te présentes dans l'appartement et il y a quelqu'un, tu t'arranges un petit peu avec lui pour voir eh bien, s'il avait déjà, on va dire, convenu d'une date de départ. Ça, c'est vraiment la première, je vais te dire le premier truc. Le deuxième truc, c'est quoi? C'est il ne veut pas partir. Il ne veut pas partir, mais rien ne t'empêche de t'arranger avec lui et peut-être lui verser, on va dire, des petites indemnités. D'accord? Ça, c'est vraiment la deuxième option. Ensuite, tu as, je vais te dire, la troisième option, c'est il est dans l'appartement, il ne veut pas partir, il ne veut pas trouver d'arrangement avec toi, il ne veut pas d'indemnité, il veut rester. Et bien là, ce qui va se passer, c'est que tu vas devoir mettre en place, tout du moins, une procédure d'expulsion. Alors, il y a un truc qui est très intéressant et que tu dois aussi savoir, c'est que quand tu deviens adjudicataire, le juge te donne un procès-verbal d'adjudication. Et ce procès-verbal d'adjudication vaut titre de propriété. Qui dit titre de propriété dit titre d'expulsion. Ok? Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. J'ai essayé vraiment de rentrer dans le détail de toutes les dizaines d'étapes qu'il peut y avoir. Si vraiment tu suis, eh bien je vais te dire toutes les étapes. Tu feras vraiment pas d'erreur pour pouvoir faire l'acquisition de ton premier bien immobilier aux ventes aux enchères immobilières judiciaires. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle t'a plu et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!